Et si on parlait ce soir dans la télé d'ici de TIC, Technologie de l'information et de la communication, et particulièrement de cette notion plutôt en vogue, l'inclusion financière, qui permet donc à des populations peu ou pas bancarisées d'opérer justement des transactions bancaire avec le système du mobile banking. De ce concept et de bien d'autres concepts, on en parle ce soir avec trois invités. Joas C, PDG de Disna, Herman Dano, directeur général de Yop, et OG Kadé Seoulou, expert en transformation digitale, avec ces messieurs qui nous répondent gentiment ce soir. On essaiera donc de faire le tour de la question. Pour le volet artistique, on s'en rejoint dans le troisième tableau de la télé d'ici par celui qu'il est convenu d'appeler la grande gueule de la musique ivoirienne, Noël Doré, qui nous offrira d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici, trois prestations, une sorte de comeback dans le passé, ou alors comeback dans le futur. Enfin, on verra s'il y a une carrière à venir ou pas, mais en tout cas, il aura marqué les esprits, on en parle avec lui. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivé ce soir dans la télé d'ici, la contribution des TIC, les technologies de l'information et de la communication dans le développement de la Côte d'Ivoire, avec nos trois invités. Joas C qui nous répond gentiment ce soir, PDG d'ISNA, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh Yvonne. On se demandait si ISNA, c'était pas Institut supérieur national d'audiovisuel. Bon, enfin, on se posait les questions, non? Non, en fait, ISNA, c'est un acronyme pour Internet Software Network Associate. D'accord. Donc, c'est une société de services numériques. Nous accompagnons les entreprises dans la digitalisation de leurs processus. Nous les aidons à se mettre à niveau pour pouvoir bénéficier du potentiel qu'offre le numérique. Dans la productivité, dans la réactivité par rapport aux requêtes, aux attentes des clients. Et donc, nous sommes des conseils avant d'être des artisans ou des prestataires. Est-ce que de plus en plus, les entrepreneurs, sinon les entreprises, s'intéressent au numérique? Oui, aujourd'hui, je peux le dire, parce que récemment, la crise de la Covid a obligé les entreprises à revoir leur modèle économique et surtout à y apporter une bonne dose de digitalisation. Le télétravail, par exemple, est une expression de ce que le numérique peut apporter au monde professionnel. D'accord, voilà. Très bien. Bienvenue à Herman Dano, directeur général de Yop. Est-ce qu'on a besoin de présenter Yop? Je pense que oui, c'est You and App déjà. D'accord. Oui, parce que... Yop, c'est comme... Vous avez lu dans ma pensée parce que j'allais faire le lien avec... C'est la contraction de You and App. L'idée ici, c'est de vous apporter la possibilité de monter, de vous amener vers quelque chose de plus intéressant, de plus innovant. D'accord. De plus amélioré que ce que vous vivez aujourd'hui. Et en fait, c'est une initiative du groupe Société Générale en Afrique subsaharienne pour offrir des solutions d'inclusion financière des populations qui ne sont pas bancarisées ou qui sont peu bancarisées. Et donc, de leur offrir des services financiers. Est-ce que les sociétés qui se lancent, sociétés téléphoniques qui se lancent sur le terrain notamment des banques sont une sorte de menace pour vous? Pas du tout. Encore une fois, c'est un marché qui est suffisamment large, où il y a un certain nombre de niches qui sont inexploitées. Le marché de l'inclusion financière est poussé par les institutions comme sont la Banque centrale dans l'Union monétaire. Et donc, on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre un niveau de saturation qui n'est pas encore, ce qui n'est pas encore le cas. D'accord. Peut venir, il y a de la place. Parfait. OG Kadé Seoulou, bienvenue. Merci. Vous êtes expert en transformation digitale. Oui. D'accord. C'est important de se coller au digital aujourd'hui? C'est une exigence, c'est un impératif ou c'est plutôt tendance? Je pourrais dire que ceux qui n'ont pas tenté de se coller au digital ont disparu. Aujourd'hui, en 2020, je pense que le digital s'impose à tout le monde en tant que particulier, mais également aux entreprises, parce que grâce au digital, on arrive à réaliser des tâches autrefois
qui étaient très complexes à réaliser. Et il faut pouvoir tirer profit de ces nouvelles technologies disponibles qui sont à portée de main. Et je prendrai le cas, par exemple, d'une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle n'a pas forcément cru. Kodak. Voilà. J'ai lu dans notre pensée. En fait, je suis mentaliste. Exactement. En fait, temps perdu. Voilà. Et donc, ils n'ont pas cru, ils ont disparu. Et c'est ce qui arrive aux entreprises qui ne croient pas forcément au potentiel du numérique. D'accord, très bien. Merci d'être là, messieurs. Merci. Ça va, l'INSEE? Bonsoir, ça va très bien. Ça va, Merci. Pierre? Très bien, merci. D'accord. Juste poser une question à Joas. Vous êtes le manager de Gothic Cluster, qui est en fait donc cette entité qui est en charge donc de structurer un peu l'écosystème des providers. En guise de comparaison, la Côte d'Ivoire par rapport aux pays de la sous-région, est-ce qu'on est logé à une bonne enseigne? Alors, disons oui. Nous sommes logés à une bonne enseigne parce que beaucoup d'initiatives ont été déjà prises depuis le temps de certains présidents, comme le président Oufoué, qui visaient justement à communiquer à la population cet esprit d'utilisation des nouvelles technologies. D'accord. Il disait, on a peut-être raté le virage de l'industrialisation, mais le virage des technologies de l'information, on ne devrait pas le rater. Et donc, ce savoir a été, d'une certaine façon, diffusé dans la société. Ensuite, on s'est doté, par exemple, d'un parc technologique qui est le VITIB, qui est un centre de production de sciences. Biotechnologiques, mais aussi technologiques, d'accord, surtout dans les TIC. Et ça me rappelle un peu la Silicon Valley. Voilà. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de pouvoir être la porte d'entrée des technologies de l'information dans la sous-région. On a le sentiment que ça se limite qu'à la zone sud, Abidjan et les faubourgs, sans plus. Alors, disons que c'est un début. C'est un début qui va nécessairement aller vers l'intérieur du pays. Je vous rappelle que nous avons commencé déjà à implanter la fibre optique du sud vers le nord, implanter des universités dans le nord pour utiliser justement cette capacité. Donc, c'est une démarche qui commence bien quelque part et qui finira par mailler tout le pays. Par rapport au Sénégal, on est devant ou après? Alors, la problématique du positionnement relève plus de la capacité qu'on a à capter les données. Il faut dire que quand on fait des classements, vous avez un pays comme le Sénégal qui communique beaucoup, qui donne des statistiques sur ses infrastructures, sur les usages, alors que la Côte d'Ivoire, bien qu'en avant, a très peu communiqué à ce niveau-là. D'accord. Ce qui fait que aujourd'hui, si on lit sur papier, on dirait que certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont peut-être plus développés. D'accord. Ce qui fait que certaines majors de l'industrie, comme Google, etc., vont se tourner systématiquement vers le Sénégal. Vers le Sénégal. Parce qu'on regarde les papiers. Voilà. Et nous, on n'a pas la culture de la communication des chiffres officiels, par exemple. Ça commence à venir. Dans tous les domaines, c'est pas que l'IT ici. En tout cas, merci d'être là, messieurs. L'INSEE? De quelle manière le développement d'éthique peut améliorer notre mode de travail? On l'a vu notamment avec la crise du Covid. On est tous restés chez nous, on s'est tous mis à travailler donc en pratiquant surtout le télétravail. Et de quelle manière donc, peut améliorer le télétravail ou le travail dans ce sens-là? Alors, l'avantage des technologies de l'information, c'est que ce sont des technologies qui peuvent s'utiliser à distance. Donc, la technologie, c'est peut-être une science, mais qui est basée sur un réseau qui permet donc à des personnes qui sont un peu partout de pouvoir interagir. Le travail, effectivement, le travail en équipe dans un espace présentiel a subi un grand coup à cause de la crise de la Covid. On ne pouvait plus se retrouver. Il y avait même des limitations en termes de personnes capables de se retrouver dans un même espace. Donc, avec les technologies de l'information, on a trouvé le moyen de continuer la production, d'amener les gens à donner de leur intelligence pour ceux dont l'activité se trouve par exemple dans les services, à continuer de travailler en les protégeant, en limitant la possibilité d'être infectés. Donc ça, c'est une amélioration. Parce que obliger des gens à se retrouver sur un même site de travail parce que leur présence est indispensable, alors que peut-être ce n'est pas des activités manuelles, c'est juste des activités de l'esprit, ça les exposerait à une contamination. Donc l'amélioration ici, c'est de permettre aux gens d'être protégés, mais de continuer de produire. Et quelles ont été les limites? Quelles sont les limites et quels sont les problèmes que vous avez rencontrés avec les technologies de l'information aujourd'hui? Alors, la première limite, c'est l'accès des populations aux outils. Voilà. Malheureusement, il est vrai que le taux de pénétration du mobile est très élevé, autour de 134%, il faut dire que l'utilisation des ordinateurs
est encore très limitée. Alors qu'il y a des opérations qu'on fait facilement sur un laptop ou un desktop, c'est-à-dire un ordinateur de bureau ou un qui n'est pas aisé de faire sur un mobile. Aisé de faire sur le mobile, d'accord. Donc ça, c'est déjà un frein, une des limites. Heureusement que le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris des initiatives dans le style un citoyen, un ordinateur, pour vulgariser l'accès à ces outils de travail. Il y a aussi le problème de l'alphabétisation. Vous savez, quand vous devez utiliser un logiciel, vous devez pouvoir lire le manuel d'utilisation pour pouvoir l'utiliser. Et malheureusement, c'est fait en anglais ou en français. Et très peu de gens sont capables d'accéder à ce genre d'informations. Vous avez parlé d'alphabétisation et donc du coup le rempart, l'alternative au système bancaire classique a été donc le mobile banking. Et je ne peux m'empêcher de me tourner vers Herman pour poser justement la question. Est-ce que l'essor du mobile banking n'est pas un peu une brèche qui a été exploitée dans l'insuffisance d'offres, on va dire, des banques? Il n'y a que 23% des Ivoiriens qui ont un compte bancaire. Et je ne suis pas très certain que les 23% utilisent plein pot donc, leur compte bancaire. Est-ce que finalement le mobile banking n'est pas venu combler en fait cette lacune ou cette insuffisance? Alors déjà, je vais faire un petit rectificatif. D'accord. Donc, mobile banking, c'est avoir accès à son compte bancaire classique à partir d'outils que sont les smartphones. Le mobile money, pour le coup. C'est cela, mobile money, sorry. Yeah, my bad. Donc, le mobile money, c'est cela. En effet, a été vulgarisé déjà par le taux d'inclusion, enfin le taux de pénétration du smartphone et du téléphone basique, qui a vraiment véritablement explosé depuis une dizaine d'années, et qui a permis à des acteurs historiques qui faisaient de la téléphonie mobile de remonter la chaîne de valeur pour aller vers des services de type financier. Bien évidemment, à l'origine, ça a été poussé par ces acteurs-là qui avaient des bases installées de clients qui étaient énormes, plusieurs millions de bases de clients en Côte d'Ivoire. Et ces clients-là, on a petit à petit commencé à leur proposer de nouveaux services, de nouveaux types d'usages, au-delà de simplement appeler et recevoir des appels. On a commencé à leur offrir des services de type SVA. Et le mobile money est venu comme un SVA particulier qui s'adressait à des services financiers. D'accord. Les banques n'ont pas réagi tout de suite. C'est vrai qu'elles ont réagi peut-être un peu trop tard. Mais il fallait quand même avoir un certain niveau de maturité du marché pour pouvoir accepter un certain nombre de services. Du point de vue des banques? Du point de vue des banques. Oui. Parce qu'il y a des contraintes qui ne sont pas simplement liées à de la sécurité, mais qui sont liées à ce qu'on appelle la conformité des transactions, donc à la réglementation qui est autour de ça. Ça fait référence à la traçabilité, savoir effectivement qui est destinataire des fonds, quels sont les usages qu'ils font de ces fonds en question. Et donc finalement, quand le cadre réglementaire a été maîtrisé, a été redéfini, a été balisé, à ce moment, on commençait à émerger des initiatives. Vous êtes en train de dire que les sociétés de téléphonie ont pris le pas sur la législation. On peut le dire ainsi. En tout cas, elles se sont fait vite rattraper par la patrouille, je peux vous le dire, parce que justement, cette activité du mobile money a commencé maintenant à être réglementée par la Banque centrale. C'est cela. Par le passé... et du coup, ces sociétés sont aussi en train de créer des banques, carrément. Voilà. Si on prend le cas d'Orange... Exactement. Donc, elles ont commencé à remonter la chaîne de valeur et ont commencé à créer des banques pour se conformer justement à ces exigences de conformité, de traçabilité des flux financiers, pour justement réussir à offrir des services. Mais donc, du coup, le mobile banking, pour le coup, est une réponse, en fait, donc, au mobile money. Alors, donc, le mobile banking, encore une fois, vous avez un compte bancaire classique, vous avez besoin d'avoir accès à votre compte bancaire à partir de votre smartphone, de laptop. Et donc, on va développer des applications, la plupart des banques l'ont, la plupart des banques commerciales, pour pouvoir transférer de l'argent, pour pouvoir faire des approvisionnements, consulter son compte, d'accord. Ça reste du domaine du mobile banking. C'est cela. Par la suite, quand on n'a pas de compte bancaire classique, le mobile banking, ça, par définition, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Donc, on a par contre un téléphone. On a tous, ici, autour de la table, un téléphone. Au moins un. Il y en a même qui en ont deux. On en a deux. Certains trois. Exactement. Et donc, pour ces personnes qui n'ont pas de compte bancaire, elles ont tout un téléphone, que ce soit un téléphone basique ou un smartphone.
elles ont la possibilité de bénéficier de transactions financières, comme vous et moi, à travers de la solution de mobile money cette fois-ci. C'est cela. Et comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y ait plus de personnes qui aient un compte de mobile money qu'un compte bancaire classique? Alors, est-ce que c'est dû à la facilité du service? Est-ce que c'est culturel? C'est dû à quoi? je dirais qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs facteurs qui ont participé à l'explosion de l'activité de mobile money. Historiquement, il y a eu premièrement le développement du parc d'abonnés sur la téléphonie mobile. Parce qu'encore une fois, on est au-delà de 100% de pénétration. Ça veut dire qu'il y a plus de téléphones même que d'habitants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les attentes des clients, les attentes des consommateurs, l'instantanéité. Je veux maintenant, et ici et tout de suite, ce que j'ai besoin d'avoir comme service. Et donc, dans ces cadres-là, les banques traditionnelles et classiques n'avaient pas la possibilité de répondre entièrement Absolument. à ces besoins, à ces attentes des consommateurs. Et on a malheureusement aussi les quelques difficultés qu'on a vécues ici en Côte d'Ivoire, par les quelques troubles qu'on a pu vivre, qui ont aussi favorisé en fait le développement de ce type de moyens d'envoyer de l'argent facilement à des personnes qui, entre le nord et le sud. Typiquement, quand on a eu des situations de crise, il y a eu beaucoup d'ONG, d'organismes internationaux qui ont comme ça, par le truchement de ces moyens de mobile money, octroyé des primes, des couvertures sociales à des personnes défavorisées qui étaient loin en région. Donc, tout ceci combiné a favorisé à l'explosion en fait, de cette activité de mobile money, mais par la suite, finalement, tout l'écosystème va en profiter. Pierre, vous aviez une question? Alors, cette transformation donc, des technologies de l'information et de la communication va avoir un impact sur la vie en général. Et le BIT s'est interrogé sur le nombre, par exemple, d'emplois qui pourraient disparaître à cause de ces révolutions-là. Est-ce que vous savez dire aujourd'hui quel type d'emplois vont disparaître et est-ce que nos pays sont en mesure, notre pays en particulier, est en mesure d'apporter ces nouvelles compétences en termes de formation? Je crois que cette question est pour Auge. Kadé. En fait, la question m'a fait un peu sourire parce qu'on entend ça régulièrement, que les emplois vont disparaître. En tout cas, ça va desservir à des secteurs un petit peu plus conventionnels. Vous savez, dans les années 1500, le métier qui était le plus pratiqué, c'était le transport d'eau. Les gens se déplaçaient avec des seaux d'eau et c'était l'un des métiers les mieux payés. D'accord. Voilà. Mais quand on a mis sur place la possibilité d'avoir de l'eau dans les robinets, ces métiers n'ont pas disparu. Ces métiers se sont transformés. D'accord. Voilà. C'est pareil pour la transformation digitale. La transformation digitale, vous devez comprendre que c'est des moyens qu'on met à la disposition des personnes pour faciliter la vie. C'est ce que je demande. Est-ce que nos pays aujourd'hui arrivent à apporter ces modifications? Oui, parce qu'il y a une notion aussi de niveau d'instruction des populations. Justement, lorsque vous allez prendre la partie éducation, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, dans les cursus universitaires, on est en train de préparer la génération X, Y, Z on est en train de former les personnes à acquérir ces nouvelles compétences-là pour pouvoir continuer à manager tous ces nouveaux systèmes, tous ces nouveaux outils qui vont créer des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. J'ai tendance à rappeler à plusieurs personnes que 80%, du moins 80% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Mais ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que ces transformations sont peut-être plus rapides que celles qu'on a connues de la transition du porteur d'eau à la conduite. Est-ce que, justement, on arrive à rattraper cet écart-là qu'on a avec d'autres puissances, en fait? L'avantage, c'est qu'on se retrouve dans une configuration où on a égale distance avec d'autres pays plus avancés. Et donc, nous, en tant que pays africains, on est censé profiter de cette opportunité-là pour se mettre au niveau. On a raté plusieurs transformations. Plusieurs révolutions, pardon. On ne doit pas rater la révolution de la transformation digitale. On ne doit pas rater ça parce qu'elle nous donne des possibilités de nous mettre à niveau avec ceux qui nous ont dévancés plus tôt. D'accord. Joas qui voulait peut-être réagir par rapport à cette question. Effectivement. Est-ce que nous ne sommes pas en retard sur les niveaux sur la vélocité, sur la vitesse Oui. Il y a une chose est de constater que la technologie va vite. On est passé de la 3G à la 4G, à la 5G, 6G, et c'est parti en moins de 10 ans. On a vu cette évolution fulgurante, exponentielle. Après,
notre objectif, ce n'est pas de poursuivre la technologie, parce que ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est que la technologie serve l'humain. Remarquez que, par exemple, l'adoption du mobile money s'est faite plus rapidement en Afrique qu'elle ne l'a été en Europe. Absolument. Et pourtant, aujourd'hui, en Europe, on commence à revenir vers l'usage de ces solutions-là. Donc, vous voyez, la transformation va aller de pair avec les besoins. D'accord. Donc, il y a une agilité manifeste. Absolument. D'accord. Voilà. Donc, on ne fait pas une comparaison entre pays occidentaux et pays africains. C'est les usages qui vont nous amener à nous transformer. Quand on a besoin de faire quelque chose, on s'adapte. Okay. Et l'histoire a montré que ceux qui ne sont pas adaptés ont disparu. D'accord. Alors, Herman, justement, il se pose aussi la question de la sécurisation ou la sécurité des transactions. Oui. Avec le mobile banking, est-ce qu'on est aussi sûr que quand on se rend en banque physiquement et tout? Alors, la sécurité, ce n'est pas une fin en soi. Ça, c'est la première chose. D'accord. La sécurité, c'est un processus permanent d'adaptation, d'adaptabilité à des difficultés qui sont, elles aussi, permanentes et évolutives. Et donc, une fois qu'on a sécurisé et qu'on a mis un firewall, qu'on a mis des protocoles pour s'assurer que de façon hard, donc de façon physique, de façon matérielle, on n'a pas de problème d'intrusion. Après, il y a aussi le comportement de la personne. La plupart des difficultés qu'on observe aujourd'hui sur le mobile money, elles sont relatives à de l'éducation. D'accord. Des personnes qui se font arnaquer, typiquement. D'accord. Très clairement, c'est comme offrir sa carte bancaire et le code bancaire. Excusez-moi, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas pu bloquer la personne qui souhaitait... C'est-à-dire qu'il est plus safe d'opérer les transactions en banque, physiquement, que de le faire de façon digitale? Alors justement, parce qu'on a dit ça, c'est que finalement, le faire dans la banque ou à partir de chez soi ou chez un agent dans la rue, finalement, une fois qu'on a compris les protocoles, qu'on a compris les processus, qu'on a compris le minimum de sécurité qu'il faut avoir dans les usages de ces services qui sont mis à disposition, la probabilité de se faire avoir... Se rapproche de zéro. Se rapproche de zéro. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça, c'est clair. La sécurité à 100% n'existe pas. On va y revenir. Juste après la pub, on marque une pause. On revient dans quelques instants. TIC ce soir dans la télé d'ici avec nos invités Joas C, OG Cadet et Herman Dano. Alors on va marquer une pause pour se tourner vers Pierre. Les top and flops, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de la vie de Pierre. Rien de subversif aujourd'hui. Okay. On va être sage. Alors, on ne va pas sur le meeting. Voilà, on ne revient pas dessus. Alors, le premier top, c'est la sprinteuse Muriel Auré qui a été choisie par l'UNICEF comme ambassadrice. Elle s'engage donc aux côtés de l'organisation pour militer pour un cadre plus adapté à l'épanouissement des enfants par la pratique du sport. C'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Alors, le deuxième top, on va parler des forces de sécurité qui ont été formées par l'UNESCO au respect de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. On va bien en avoir besoin pendant cette période, donc c'est rassurant. Et puis enfin, le troisième top, c'est la hausse de 26% du nombre de licences d'exportation du cacao de Côte d'Ivoire. Donc cette année, pour cette campagne, on est à 81 licences contre 72 pour 2019-2020 et 77 pour 2018-2019. D'accord. Alors, du côté des flops, c'est Air Côte d'Ivoire qui chiffre finalement ses pertes après la période Covid. 86 millions d'euros perdus pendant la période de Covid en raison de la fermeture des frontières. Mais l'État a alloué 86 millions de dollars. C'est compliqué aujourd'hui. 86 millions de dollars. Et donc l'État a alloué une subvention de 25 milliards de dollars. Et depuis la reprise, par contre, bonne nouvelle, le transporteur a recouvré 50% de ses activités. D'accord. Merci Pierre pour ce top and flop. Alors,
C'est bien de parler du cas de Air Côte d'Ivoire. Je ne peux m'empêcher de penser aussi à cette situation un peu dramatique qui est arrivée donc, il y a quelques années à Orange Côte d'Ivoire, qui a vu donc, un de ses sites stratégiques attaqué. Du coup, pratiquement une bonne partie de l'économie nationale a été paralysée. Et je parlais avec un employé d'Orange, enfin un responsable d'Orange, qui disait on n'avait pas réalisé à quel point on avait pénétré autant la vie des Ivoiriens et l'appareil productif national, parce que même l'émission des billets d'avion, ça passe par Internet. Vous vouliez réagir par rapport à la question de la sécurité juste avant la pub? La question de la sécurité, j'ai voulu juste insister sur le fait qu'aujourd'hui, la plupart des failles de sécurité sont liées au comportement humain. Il faut qu'on apprenne à adopter les bonnes pratiques. Lorsque tu vas à la banque, quand on te donne ta carte bancaire et ton mot de passe, arrange-toi pour ne pas mettre la carte bancaire dans l'enveloppe du mot de passe. Au cas où tu fais tomber l'enveloppe, tu vas donner toutes les informations à ton pirate. Ça, franchement, il faut qu'on adopte les bonnes pratiques. Lorsque tu fais une photo, un selfie que tu publies sur Facebook et que derrière, tu as ton mot de passe de ton adresse mail, ne te surprends pas que demain, on ait accès à tes comptes bancaires ça, c'est un cas extrême. Des mails. Mot de passe dans le dos d'un selfie. C'est déjà arrivé, c'est arrivé à une chaîne de télévision où la journaliste, en pleine émission, avait le mot de passe de son compte. Et même les accès au proxy de la chaîne de télévision derrière, ils ont été piratés et blackout pendant près de 2 heures sur leur serveur. Donc, plus d'émissions en ligne, rien. Et c'est vraiment les comportements qui... C'était une présentatrice de JT, c'est ça? Je ne sais pas, c'était une présentatrice de quoi, mais je n'ai pas envie de citer la chaîne. Je vais passer un message à Mélina pour le coup. Mais bon, ok. Voilà, je pense que ça devait être un JT, un flash info. Il y avait le mot de passe derrière. Après, ils ont piraté et blackout pendant des heures. Et c'est une grande chaîne internationale. Ok. Sujet de dissertation alors, messieurs. TIC et développement de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots? Alors, les TIC, on sait tous ce que ça apporte à l'économie mondiale. Aujourd'hui, les enjeux économiques, les guerres entre les blocs ne sont plus des guerres avec des armes meurtrières. C'est plus des guerres économiques. On sait ce qui s'est passé aux États-Unis, TikTok, Huawei. Parce que l'hégémonie d'une nation aujourd'hui va passer par sa maîtrise de la production avec le numérique. Donc, la Côte d'Ivoire est un État aussi qui n'est pas en reste, qui s'est mis dans cette démarche, dans cette mouvance. Et bien heureusement, aujourd'hui, on se rend compte que certains secteurs de l'administration ont commencé à être modernisés. On parle de plus en plus de e-administration, e-gov, et certains sites ont été mis en place pour faciliter la vie aux citoyens, pour faciliter la vie aux entreprises. Même au niveau du secteur privé, de plus en plus, vous avez des solutions qui sont en ligne, disponibles, soit des applications mobiles ou des sites Internet auxquels les citoyens peuvent accéder pour pouvoir faire des démarches, pour pouvoir accomplir certaines formalités. Donc, à ce niveau-là, oui, nous sommes en train de prendre le pas, nous l'avons pris du bon pied. Reste maintenant à déterminer les secteurs sensibles de notre économie qui devraient pouvoir faire le saut de grenouille, on appelle le leapfrog, à partir de ces technologies. On est dans un domaine comme l'agriculture. Vous savez que nous sommes grands exportateurs de cacao. Il y a une maladie qui, malheureusement, décime souvent des grandes plantations. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec des technologies comme des capteurs, de l'intelligence artificielle, on est capable d'anticiper l'apparition de ces maladies. Est-ce que cette anticipation est faite? Est-ce que ce leapfrog dont vous faites cas est fait justement ou envisagé par les autorités ivoiriennes? Oui, c'est envisagé par les autorités ivoiriennes. Disons que déjà, nous sommes depuis 2012 dotés d'un cadre réglementaire, d'un cadre législatif, légal, pour pouvoir favoriser le développement de ce type de solutions. Il y a la loi sur la société de l'information qui fait qu'aujourd'hui, on peut valablement utiliser des solutions technologies de l'information pour développer tout ce qui est socio-économique. D'accord. Voilà. Herman Dano, l'enjeu, sinon le nerf de la guerre, c'est aussi la data. C'est la data. Et surtout, j'ai tendance à vouloir revenir aussi sur la demande. La demande des consommateurs, la demande des utilisateurs. On est en effet dans un pays qui consomme beaucoup. Disons les choses comme elles sont. Et c'est un avantage, c'est un atout qu'on a. Le fait d'avoir des Ivoiriens qui aiment des choses nouvelles, des nouveautés, qui ont besoin systématiquement de demander toujours à consommer des usages qui vont les amener vers des innovations, finalement, ça génère en fait finalement une appétence, d'accord, pour
leur produire, leur apporter des éléments qui sont à la hauteur de leurs espérances. Et finalement, les acteurs, que ce soit du public ou des privés, sont nécessairement amenés à proposer, à augmenter la proposition de valeur vers ces consommateurs. D'accord. Et justement, ça va produire beaucoup plus de data, beaucoup plus de données, d'informations qui vont finalement, si elles sont bien utilisées, c'est ça le sens de ma question. Exactement. L'utilisation de ces données. Enrichir finalement, qu'est-ce qu'on va offrir à ces personnes en question. L'utilisation de ces données, de mon point de vue, a été déjà bien encadrée à partir de régulateurs. Oui, mais on dit par exemple que les entreprises sont plutôt à l'aise quand il s'agit de sécuriser leurs data à l'étranger, plutôt qu'en Côte d'Ivoire, enfin pas la Côte d'Ivoire singulièrement, mais la sous-région par exemple. Sauf que il y a des data centers qui sont de dernière génération, qui sont disponibles ici en Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'aller hoster, comme on le dit, ces données à l'extérieur du pays. D'ailleurs, le régulateur ne va pas nécessairement encourager ce type de pratique. Okay. Ensuite, ce qu'il va falloir aussi regarder, c'est comment finalement on peut monétiser ces data. Parce que fondamentalement, ce qui va être pertinent également, c'est comment ces données qui sont produites, on peut les concevoir comme étant un puits d'informations qui sont utiles pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir créer de la valeur. Okay. Et donc la monétisation de ces data, plutôt que de regarder l'aspect sécurité, je veux plutôt regarder les opportunités qui sont offertes sur la production de tous ces data. Et il y en a énormément. Alors Kadé, la transformation à l'échelle d'une entreprise, c'est gérable, ça se budgétise assez facilement. À l'échelle nationale, c'est quand même de gros investissements. Si vous constatez, vous allez voir que le ministère des TIC en Côte d'Ivoire, depuis un moment, est devenu ministère de l'économie numérique. C'est cela. Voilà. Pourquoi? Parce que l'économie dite traditionnelle va migrer vers une économie de plus en plus numérique où on va tirer profit des avantages et des opportunités offertes par le numérique. Vous avez parlé des data tout à l'heure. Il faut savoir que la data aujourd'hui, c'est l'or noir. C'est cela. C'est l'or noir. Grâce aux data, on arrive à optimiser des processus qui permettent d'amplifier le rendement d'une entreprise. Vous allez prendre un opérateur de télécom qui va s'appuyer sur des data pour pouvoir offrir aux populations des services sur mesure qui répondent aux offres et aux besoins des populations, notamment le mobile money ou le mobile banking, qui est une réponse précise à un besoin de la population, mais qui est issu de l'exploitation des données. Absolument. Voilà. Et lorsque vous allez prendre un DRH, avant de faire son recrutement, il va s'appuyer sur des données de l'entreprise pour savoir quel est le secteur de l'entreprise qui a besoin d'une compétence nouvelle. Voilà. Donc, on n'est plus au stade où il faut élaguer, il faut éplucher 1000 CV et tout. Aujourd'hui, tout ce processus peut être digitalisé. Absolument. Vous avez des outils. Aujourd'hui, la population utilise beaucoup Facebook, mais il y a des plateformes professionnelles sur lesquelles vous pouvez être, où vous avez la possibilité de recevoir des offres. Je parle par exemple de LinkedIn, où vous avez accès non seulement à des offres professionnelles, mais en plus à des formations, où vous pouvez avoir des certificats, des diplômes même qui sont internationalement reconnus. Et donc aujourd'hui, le monde change et il faut savoir s'adapter. On n'a plus que 5 minutes, messieurs. Est-ce qu'on a le temps de parler de la 5G? Si. Très important, oui. Parlons-en. La 5G, c'est... Ouais. On parle d'une échéance de 2023, c'est ça, pour la Côte d'Ivoire? 2023, mais c'est déjà dans les papiers des opérateurs. Qu'est-ce que ça va apporter, du coup, au pays? Déjà, il faut comprendre que la 5G, c'est un peu comme si vous avez la fibre optique dans votre téléphone. Aujourd'hui, avec la 4G, on a des débits qui vont jusqu'à 150 mégabits seconde, mais grâce à la 5G, on va multiplier ces débits par 5. Donc, on aura la possibilité d'avoir des connexions qui vont jusqu'à 1 gigabit par seconde. Est-ce que ce sera de la vraie 5G? Parce que même la 4G actuelle, on se pose beaucoup de questions. Ça sera de la vraie 5G parce que la 4G, c'est une évolution disons une petite évolution de la 3G. Mais la 5G, c'est carrément... Oui, mais dans la pratique, souvent, on galère pour ouvrir des fichiers. Mais bon, c'est un autre débat. Justement, c'est la technologie qui va totalement changer. Parce que là, vous n'allez plus avoir des faisceaux, des ondes qui vont diffuser l'information sur un périmètre, mais ça sera ciblé. Et donc, grâce à ce ciblage, vous aurez la possibilité de monter à des débits qui sont très importants. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce que c'est une incidence? Toutes les études, à ce stade, disent que non, parce que pour les ondes, il y a ce qu'on appelle les ondes ionisantes, qui sont des ondes qui peuvent affecter l'ADN, la peau humaine, et les ondes de la 5G ne sont pas ionisantes. Du coup, ce n'est pas
pour le moment, prouvé scientifiquement que c'est dangereux pour la santé. D'accord. Est-ce qu'il faut vraiment s'attendre du coup à ce que la 5G ouvre une nouvelle ère de croissance? C'est ce qui se dit. Alors justement, au-delà même simplement de l'accès à plus de débit sur son téléphone, il faut aussi regarder tout ce qu'on a comme opportunité avec la 5G pour tout ce qui est Internet des objets, IoT. Donc sur l'Internet des objets, comme le disait mon confrère tout à l'heure, on peut imaginer une amélioration de la rentabilité de nos parcelles agricoles. Donc très concrètement, on utiliserait la 5G comme étant un accélérateur d'une meilleure utilisation de quelque chose qui est du secteur primaire. D'accord. Elle va venir de la Chine ou des États-Unis? Ah bien, pour l'instant, Ce que la Côte d'Ivoire choisira. Il y a 3 opérateurs spécialisés dans la 3G. Huawei? Huawei, Oui. il y a NEC qui le fait. non, Ericsson Oui. et Pas BlackBerry, la société qui est dite BlackBerry. le Bon, enfin, allez-y. troisième, j'ai oublié le nom du troisième opérateur. Mais ils sont 3 pense, oui. et je ne crois pas qu'on va opter, je ne pense pas Ouais. qu'on va opter pour celui qui vient de Chine. Ah bon? Je Et pense pourquoi? Bah, Vous aurez la pression de l'Occident? Parce qu'il y a une vraie guerre, hein, on est d'accord. Non, pas Donald Trump n'en veut pas du tout parce que ça vient de la Chine. Alors, disons, La Chine dit c'est que- pas grave, on peut se passer des États-Unis, Nokia. des alliés, Le troisième, l'Afrique c'est suffit Nokia. et le reste, et Le l'Asie. troisième, c'est Nokia. Ok. Disons que même en Europe aujourd'hui, Ouais. c'est la Chine qui déploie, c'est Huawei C'est Huawei. qui Ça. déploie leur réseau 5G. Mm. Pour moi, l'enjeu n'est pas plus de déterminer je prends la 5G de qui ou de quoi. C'est de savoir. Mais je par prends- derrière, il y a quand même des suspicions d'espionnage et tout. Et on dit qu'en Chine, il n'y a pas de frontière entre le privé et le gouvernement chinois, par C'est la même exemple. chose partout. Hein. D'accord. Ouais, sauf que, d'accord. Ok. Si vous êtes au courant de l'histoire du réseau échelon, les États-Unis qui espionnent l'Europe, Ouais. leurs alliés, C'est ça. je veux dire, la nécessité de savoir ce que l'autre fait, Ouais. ou quel usage il fait d'une technologie, c'est inné. On est tous D'accord. curieux, voilà. Mais pour moi, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de déterminer, j'utilise la 5G pourquoi? Est-ce que je vais à la 5G parce que c'est juste un phénomène de mode, Pour le prestige. pour le prestige, ou est-ce que je m'apprête à pouvoir y tirer le meilleur parti de la 5G? La Côte d'Ivoire est-elle prête? Là, nous sommes en train de travailler dur là-dessus pour pouvoir bénéficier de la 5G. D'accord. D'un point de vue technologique, c'est formidable, mes collègues l'ont dit. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel usage on va en faire pour booster l'économie. D'accord. C'est là, pour moi, la valeur. Et du coup, qui va acquérir? C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire ou c'est un opérateur privé qui va s'en charger? Pour le cas de la Côte d'Ivoire, toujours. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que la réflexion est faite de manière Du concert. En de synergie? concert, voilà. Ok. L'État, le régulateur Ok. et les opérateurs réfléchissent à la 5G. D'accord. Ce que je voulais ajouter, c'est que la 5G ajoute une couche qui n'existait pas à la 4G, qui est une couche entreprise. Les nouveaux services, les nouveaux usages de la 5G seront vraiment poussés vers l'industrie 4.0. Ok. Et donc, les entreprises vont vraiment bénéficier de cette nouvelle technologie-là pour offrir des vrais services à valeur ajoutée aux populations. D'accord. Notamment, on aura la possibilité de faire des opérations à distance qui seront pilotés par robot, parce que la 5G permet de réduire le délai de latence. Lorsque vous envoyez une requête et que la requête s'exécute automatiquement, grâce à la 5G, ça va passer comme le clignotement de vos yeux. D'accord. Ça sera systématique. Ok. Donc vous aurez la possibilité d'opérer quelqu'un avec un robot qui est piloté par quelqu'un qui est aux États-Unis. Vous êtes rassuré, Et, l'INSEE? Pas du tout. Pas du tout. Non, ça me rassure pas du tout parce qu'en plus, mais parce sont les qu'en nouveaux plus, usages. on parle tout à l'heure des ondes concernant donc notre santé, notre peau, mais qu'en est-il de l'environnement? Est-ce que les ondes sont dangereuses pour l'environnement? Déjà, je me base sur les études. Ce qui est dit en ce qui concerne la 5G, il n'a pas encore été prouvé Mais si ce n'a pas encore Pas été assez de recul prouvé. encore peut-être. Voilà, parce que c'est une technologie nouvelle. Donc aujourd'hui, les tests sont faits et rassurez-vous que jusqu'à présent, le Wi-Fi et votre micro-ondes utilisent le même système. Mais vous voyez que grâce au micro-ondes, vous arrivez à cuire des choses. Ça dépend de comment c'est De l'usage. utilisé. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, rassurez-vous que la 5G ne peut pas être déployée si on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Voilà. Très bien. Messieurs, c'est intéressant ce qu'on dit. Je ne suis pas certain que cette émission où le temps imparti suffira pour en parler, mais on vous invitera à nouveau, volontiers. On espère que vous accepterez donc de repasser par la télé d'ici. En tout cas, merci d'être passé à Joas, merci à Herman, merci à Kadé. On marque une pause. On sera rejoint par un artiste qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est Noël Douré dans quelques petites secondes seulement.
faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On a parlé tout à l'heure de mobile banking, on a parlé de transfert via les services mobiles, on a parlé en gros de TIC, technologie de l'information et de la communication. On change radicalement de tableau pour aborder cette fois donc la musique, tout simplement, avec certainement l'un des visages les plus connus de la musique ivoirienne, mais qui a quelque peu disparu un peu de la scène musicale et occupe la scène politique. Noël Douré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. C'est plus intéressant la politique Ben non, je fais mon métier. C'est parce que je fais mon métier que la politique m'intéresse. D'accord. Est-ce que ça match musique et politique? Ah oui, parce que de toutes les façons, la musique mène à tout. La musique mène à la présidence, on l'a vu avec certains. Et la musique, c'est le vécu, c'est la société, c'est comment on appelle ça? C'est le bien-être des populations, c'est les conseils, c'est l'anticipation. Et donc, tout ce qui est musique mène à la politique. Appelle forcément à l'amélioration des vies dans les cités. D'accord. Et c'est ça la vocation de la politique. Mais est-ce qu'on ne court pas un risque quand on est un artiste, donc quand on est un people et qu'on est connu, qu'on a des aficionados, est-ce qu'on ne court pas le risque de perdre une partie justement de ceux qui vous suivent quand vous prenez des positions tranchées? Alors, quand vous en perdez, il y a d'autres qui vous admirent et qui viennent. Parce que de toutes les façons, l'unanimité n'existe pas. D'accord. Alors, il ne faut pas se dire, je n'affiche pas mes positions, je n'affiche pas mon idéal, je ne m'exprime pas sur des choses qui intéressent mon pays, sur des choses qui intéressent les gens, parce que je vais perdre une partie de je ne sais pas, de mes fans. Mais alors, il y en a que votre combat intéresse. D'accord. Ils viennent. Et c'est pour cela qu'on dit, quand une porte se ferme, il y en a beaucoup qui s'ouvrent. D'accord. Alors, la dernière production de Noël Douré, elle date quand même. C'est-à-dire que la politique a pris tellement le dessus qu'on n'a pas le temps d'écrire des chansons. Ah non, en fait, Salut, c'est la chanson, je veux dire, c'est une chanson... C'est un hymne désormais. C'est une chanson profane. Ouais. Et puis après, j'ai écrit des chansons... Politiques? Non, pas politiques, pour rendre grâce à Dieu. D'accord. La Vierge Marie, pour rendre témoignage de ce qu'elle fait dans ma vie. Avec Jésus, pour dire que, pour appeler les uns et les autres à comprendre que j'ai un témoin. Je suis le témoin vivant de la grâce et la bénédiction de Jésus-Christ. Donc j'ai chanté pour Jésus. Bon, c'est dans des cercles fermés, des cercles catholiques chrétiens. Et je m'y plais aussi, de toute façon. D'accord. Alors, la jeune génération et surtout ces étudiants de l'université de Cocody qui nous font la gentillesse d'être avec nous ce soir doivent se poser la question, c'est qui ce monsieur avec le chapeau rouge, des lunettes de soleil en pleine émission télé et tout? On va regarder en une minute ce qu'a fait musicalement parlant Noël Douré. C'est le medley. On regarde et on revient juste derrière. Je suis seul, sans amis. Je suis seul. Y'a pas palabra, un fouet a dit, un pays de paix, un pays de joie. On ne détruit jamais ce qu'on n'a pas construit. Vous qui m'en voulez, je ne peux rien pour vous. Vous qui me détestez, je ne peux rien pour vous non plus. Alors, Noël Douré, Money Kofi, on est en 1989. On est en 89, Money Kofi, c'est la vague du Zigei. C'est ça. C'est une danse... Il y a le Youfazer aussi, j'ai reconnu dans les pas de danse, non? C'est pas Youfazer, là? Oui, mais lui, c'est bien avant, c'est longtemps avant. Disons que c'est des pas qui nous ont inspirés dans notre adolescence. Et puis bon, c'est des pas qui sont restés. D'accord. Parce qu'on n'a pas trouvé d'autres pas pour les remplacer.
Alors, vous êtes président du CAP, qui est le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence. Qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui dans l'industrie musicale? Parce que personnellement, pour moi, un artiste, il fait des scènes, il tourne, il gagne beaucoup d'argent, et pas une seule seconde, on peut s'imaginer que ce soit un petit peu compliqué. Ah oui, vous savez, l'industrie musicale, c'est une industrie qui engrange beaucoup de sous, comme vous dites. Donc, il y a ce qu'on appelle des requins. C'est-à-dire que c'est le capitalisme à ciel ouvert dans la musique. Et donc, on cherche à gagner beaucoup plus. On cherche à spolier les autres. On cherche à les brimer, à les éteindre et tout ça. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire, bien qu'elle étant le hub de l'industrie musicale dans le monde, aujourd'hui a pour vocation de voir les artistes profiter de cet état de fait. Et donc nous pensons qu'avec le CAP, avec les oreilles, les nouvelles oreilles qui sont là, des gars qui nous écoutent, qui nous dirigent, on est convaincus que nous allons donc avoir ce que nous souhaitons. Mais ça devrait être le job du Burida, ça? Ah non, tout le monde n'est pas inscrit au Burida. C'est vrai que le Burida a pour vocation de protéger des œuvres qui lui sont confiées. C'est-à-dire que pour être membre du Burida, il faut confier ses œuvres au Burida. Oui, mais même si vous n'êtes pas sociétaire du Burida, le Burida vous gère. Enfin, vous reversez... Non. Le Burida, c'est une société créée par décret qui a une vocation simple. Protéger les œuvres qui lui sont confiées, récolter l'argent qui est donc attaché, et puis le redistribuer aux ayants droit. D'accord. C'est ça la vocation du bureau. Ok, très bien. On va essayer d'aller au pas de course. Comment vous définissez votre genre musical? Alors moi, je fais ce que j'ai entendu de ma naissance, depuis ma naissance mondiale. C'est-à-dire que... No Limits. No Limits, j'ai écouté les Beatles, j'ai écouté Johnny Hallyday, j'ai écouté Badco, j'ai écouté... j'ai vécu un peu, tout en étant jeune, la grande révolution de mai 68, où les jeunes voulaient s'émanciper. Il y a eu le festival de Woodstock, donc on avait donc des images, on lisait Best pour avoir des informations sur ce qui se faisait ailleurs. D'accord. Alors disons que c'est une musique qui veut s'affranchir de beaucoup de choses. D'accord. C'est un état d'esprit. Mais dans vos références, vous ne citez aucune production africaine. C'est un choix? Non, moi... Mais vous savez qu'il y a eu Qu'est-ce qu'on peut citer? Les musiques que j'ai écoutées, c'est des musiques qui avaient pour fondement des musiques d'expatriés. Vous savez, quand vous avez des gens comme Nico, des gens comme Taboulé quelquefois... On parle de Prince Nico Ngarba. Ernesto Guégué, qui ont fait, ou bien, je ne sais pas moi, Justin Stanislas, qui ont commencé leur carrière en faisant de la pop musique ou en faisant du yéyé. D'accord, on ne fait que suivre. Voilà, ce qui est offert. Alors, on va voir ce que vous écoutez musicalement. On verra si ça a eu une incidence aussi ou pas. C'est la playlist de l'invité avec Lindsay. Jingle. Qu'est-ce qu'il écoute notre bon vieux Noël Douré? Eh bien, c'est parti, on s'intéresse aux goûts musicaux de Noël Douré avec une playlist très éclectique. Par exemple, tous les matins, pas de musique pour Noël Douré, mais plutôt ça. Focus ce matin sur la 5G, une nouvelle génération de la téléphonie mobile. Elle sera de toutes les conversations cette semaine. Bien envoyé. Pas de musique, mais plutôt la radio. Oui, parce Pourquoi que RFI en particulier? je veux savoir tout ce qui se passe dans le monde. Parce que vous savez, on a ce complexe d'avoir nos infos locales, mais en même temps, on se dit que ce n'est pas tous les jours que nos radios locales nous font état de ce qui se passe, par exemple, aux Bahamas ou même de ce qui se passe au Pérou. D'accord. Voilà, donc il faut savoir l'état du monde. Et puis même savoir quelquefois ce qu'on se nous cache dans notre pays. D'accord. Voilà, c'est des choses, voilà, c'est important. En ce moment, en tout cas, Noël Douré est plutôt années 70. Pour son morceau du moment, il écoute Ray Charles. There will be an answer. Let it be.
J'adore Ray Charles. Je comprends du coup les lunettes de soleil. Ouais, je pense qu'il doit y avoir... Non, mais non, vous pouvez garder. Non, tout va bien, tout va bien. Est-ce que maintenant, vous voulez savoir sur quoi Noël Douré s'ambiance? On regarde en image ou plutôt on écoute, c'est parti. Je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, pas du tout. J'ai dit très éclectique. Oui. On parle maintenant d'amour, de tendresse, de cœur, de love. Pour tomber amoureux, Noël écoute plutôt ce genre de son. Voilà, c'est doux. C'est vraiment très éclectique, ça je confirme. Ouais. 1980. Et maintenant, on termine avec un des sons préférés de Noël Douré et c'est Bébé Philippe. Est-ce que c'est un artiste qui vous inspire? C'est un artiste... Vous savez, moi, je suis un gars à mélodie. Et c'est comme Luxon Pado aussi, hein, Baïs Pinto, Bébé Philippe, même le groupe Magique Diesel. La génération de Zouglou, en ce moment, ils font des mélodies, ils travaillent. Et moi, je suis très mélodie parce que la mélancolie, pour moi, est une source de paix intérieure qui va chercher les choses là où elles sont. Et donc, moi, personnellement, j'écoute les choses qui me sortent, des tripes et puis qui font que je vis. Parce que la mélodie, elle vit. D'accord. Alors, merci, Lindsay, pour cette playlist donc, de Noël Douré. Alors, on n'a plus que 3 minutes à passer ensemble, en tout cas pour le volet échange, puisque Noël Douré sera tout à l'heure live sur la scène de la télé d'ici. Est-ce qu'on peut rapidement l'histoire de la chanson Salut Salut. Oui, enfin, elle vise qui cette chanson? Salut les complexés, salut les méchants, salut les aigris, Vous savez, salut les tocs. C'est les inspirations qui arrivent. OK. Et puis, Qui ne visent personne. Non. C'est des réponses à un questionnement intérieur. Mais quand on dit Kader Ndao, laissez tomber tout ça. C'est Oui, des faux non, problèmes. Kader Ndao, c'est mon... Feu Kader Ndao. C'est mon jeune frère. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Et Kader est un témoin de cette chanson. Vous savez, Oui, mais c'est quoi à un l'histoire? moment donné, on disait qu'il était homosexuel parce que tout étant jeune animateur à Fréquence radio, il avait des voitures d'un écrit, il avait des connexions pas possibles, il connaissait du beau monde, il était... Écoutez, moi, vous arrivez, j'arrive chez Kader, il se dit, ah, écoute, le vieux, grand frère, il me sort du Glenfiddich, c'est pas des whisky qu'on boit, je veux dire... Bon marché. Bon marché. Et donc, alors, à côté de tout ça, on disait non, mais je fréquente Kader. Il aime les femmes. Il aime les femmes. Il vit avec des femmes. On dit c'est un... Donc je dis, mais attends, il faut arrêter. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà, donc je disais, Kader Ndao, laissez tomber laisse tout tomber, ça. voilà. Laisse tomber. C'est des faux problèmes. Je ne puis m'empêcher aussi de soulever cette question. C'est ce ras-le-bol qui était diffusé sur les réseaux sociaux en réponse à la sortie de Frédéric Ewimewe qui disait que le président de la République avait échoué en refusant justement de céder donc la place à quelqu'un de son parti, le RHGP, plutôt que qui a décidé de se représenter. Et vous, en réponse, vous avez été assez virulent, je pense quand même, en disant, mais en gros, quand vous allez chercher l'argent là où il faut aller chercher, vous n'avez rien à dire contre le régime, mais soudainement, vous estimez que le régime a échoué. Est-ce qu'on revient un peu sur cette déclaration? Moi, je considère que dans la vie, même quand quelqu'un t'a donné un verre d'eau, il faut être capable de lui dire merci. Et pour moi, la gratitude, elle est divine. Moi, je m'arrête là. Je n'ai pas de problème particulier
avec Frédéric, c'est mon jeune frère. Vous êtes en train de dire quoi? Que Mewe a pris beaucoup d'argent? Ah non, je ne dis pas ça. Je dis simplement... Mais parce que moi, j'ai vu Mewe avec le président de la République. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne m'intéresse pas. Mais dans la vidéo, vous avez sous-entendu qu'il est allé chercher de l'argent. Bien des fois. Les valises. Est-ce que c'est de l'argent qui est dans les valises? Il peut y avoir des habits dans les valises. Oui. D'accord, donc il est sorti avec les valises. Voilà, bon, maintenant, si c'est des habits, on ne sait pas. Parce qu'il met beaucoup de tenues de scène, donc peut-être qu'il a besoin de rechange, c'est ça? Ah ben ça, non, de tenues de rechange? Je ne sais pas, mais je dis simplement que c'est une polémique pour moi, une polémique pour moi qui est derrière. D'accord. Qui est derrière moi. Et Frédéric, il est à Abidjan, je sais qu'on va se rencontrer. Parce que les grandes victoires, c'est quand on se rencontre qu'on se parle. D'accord. Et qu'on laisse passer tout ça. C'est ça les grandes victoires entre les hommes. D'accord. C'est-à-dire que c'est les femmes qui boudent et puis qui ferment la porte. Nous, les hommes, on ne ferme pas la porte. Je reconnais vraiment l'artiste politicien qui sait tenir le discours politique. Il sait retourner les choses. Alors, ma dernière question, la question ultime. Dans bien de pays, les artistes de l'ancienne génération sont plutôt, continuent d'exercer, continuent à produire des albums, peut-être pas la même fréquence que par le passé. Aujourd'hui, des artistes de votre génération, on n'en voit plus véritablement sur la scène. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a une question d'époque, ce n'est pas une question d'inspiration, ça n'a rien à voir. Les jeunes, ils sortent des albums en sachant que la piraterie est au bord de la route, et même dans leur maison des fois. Mais ils épousent d'autres formes professionnelles. Il y a le streaming, je veux dire, ils peuvent passer 10 heures, 5 heures sur leur ordinateur, que ce soit en studio ou bien à la maison, pour promouvoir ce qu'ils ont fait. D'accord. Et nous, c'est difficile. Vous n'avez pas le temps. Moi, vous ne me voyez pas en train de passer autant d'heures. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut créer d'autres métiers. D'accord. C'est-à-dire des jeunes qui pourraient nous accompagner dans ça. Il vous faudrait peut-être un véritable staff qui s'occuperait donc de tout ça et vous vous concentrez sur votre métier. Absolument. Chanter, écrire et chanter. Merci beaucoup. Noël Douré, merci d'être passé par la télé d'ici. On sera très heureux de le recevoir tout à l'heure live sur la scène de la télé d'ici pour 3 titres live. On marque une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière. Téléviser la Côte d'Ivoire tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI, c'est le tout dernier virage. Dans quelques petites secondes seulement, on sera du côté de la scène de la télé d'ici pour recevoir Noël Douré. Merci pour cette émission. Merci à Pierre. Merci également aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie d'un artiste qui a fait, lui aussi, en tout cas il a joué sa part, il a fait le beau jour de la musique ivoirienne et il n'a pas encore dit son dernier mot puisqu'il nous revient avec un nouveau single, Je reviens du Golfe, rien à voir avec le Golfe de Guinée, certainement ce qu'Alpha Blondy appelle le Golfistan, en référence donc à la crise meurtrière post-présidentielle 2010. Noël Douré est un artiste engagé, un artiste que j'apprécie aussi particulièrement pour la profondeur de ses textes et surtout pour son goût prononcé pour les mélodies. Ce soir, il est live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Noël Douré, right now. Je ne vous sens pas.
Koko nigigi no man. I am an. What's your journey nigigi no man. I am an. Alfred Bani nigigi no man. Warenona. Wani Camarina Tati no gigi. Warenona. Wani Camarina Tati no gigi. I know digi. How you doza wani Jenny yo. I know digi. How you doza wani Jenny yo. And I'm gonna yo. And I'm gonna yo. Gaba yo. And I'm gonna yo. Camarina Tati no gigi, Warenuna, Wani Camarina Tati no gigi, and I know digi, how you doza wani Jenny yo, I know digi, how you doza wani Jenny yo, Mama yo 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 yo, Mama yo 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 yo, I am onigi no man, I am onigi no man. Alors on va chanter ensemble, Gabayo. Caballo, yeah. Ensemble, caballo, yeah. Caballo, agnon de yeye wane ye no man. caballo, Agnon de yeye wane ye no man. caballo, Agnon de yeye wane ye no man. caballo, I know you, I know you, caballo, I know you, I know you. Agnon de yeye wane ye no man. Caballo, yeah. Ogunwa kakamyo, anan caballo. yeah. Caballo, yeah. Caballo. Alors cette chanson est sortie en 1983. Chaque n'était pas encore né. Je fais ça pour rigoler. Je reviens du golf pour chanter l'amour et pour crier ma liberté. Courons les pieds nus à la recherche des miens et ouvrons les bras pour embrasser les autres. Je reviens, je reviens. Je reviens, je reviens. Oui, c'est vrai, ça n'était pas facile. Mais nous n'avions jamais douté de notre victoire. C'est pourquoi, tous unis dans la foi, nous avions gagné
notre combat pacifique. Dites-moi, pourquoi tant de violence? Dites-moi, pourquoi tant de haine? Plus jamais ça dans mon pays. Pays d'où Fouette-Boigny, apôtre de la paix. Je reviens, en un an je reviens. Je reviens du golfe, les bras chargés d'amour. Est-ce que c'est ça que nous voulions pour la démocratie? La démocratie n'est pas la guerre. Du sud, que tu sois du centre, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest, que tu sois du nord, moi je vous dis que nous sommes tous citoyens de ce beau pays. C'est notre bien commun, il est le nôtre, et c'est notre bien commun. Il est plus fort quand nous sommes unis. Il est plus fort quand nous sommes unis. Ce qui nous unit est plus fort que toutes nos folles ambitions, nos ambitions démesurées. Oh nanana. Vous qui m'écoutez, ici ou ailleurs, moi je vous dis, le pouvoir, il est doux, il est bon, mais il brûle quand il est mal accompagné. Soyons solidaires dans le malheur, mais jamais dans le mal. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas que l'argent qui compte sur cette terre. Je veux chanter avec vous. Salut les méchants, salut les banques, salut les complexés, salut les ennemis, salut les méchants, salut les temps. Vous qui m'en voulez, je ne peux rien pour vous. Vous qui me détestez, je ne peux rien pour vous non plus.
Vous croyez me connaître sans me connaître. Oh les chiens. Vous croyez me connaître sans me connaître. Oh les loups-garous. C'est à croire que moi je suis votre Dieu vivant. Oui, c'est vrai. Moi je suis un gagnant. Oui, c'est vrai. Moi je suis un battant. Oui, c'est vrai. Je vois le soleil se lever tous les jours au même endroit. Et moi j'en ai vu des vertes. Et moi j'en ai vu des pas mûres. Vous qui voulez que moi je sois votre modèle. Non, non, non. J'ai bien compris. Mais lâchez-moi les baskets et laissez-moi vivre ma vie. Venez m'embrasser si le cœur vous en dit. Parce que moi, Andy, je ne suis pas rancunier. Je partage tout ce que j'ai et je suis disponible. Kader Nao, alors laissez tomber, laisse tomber. Je suis comme je suis. Et vous? Moi, je suis comme je suis. Et vous? Vous ne répondez pas. Et vous? Je suis comme je suis. Et vous? Donc, vous êtes comme vous êtes. Je suis comme je suis. Le reste, give me a break. Salut les complexes, salut les écrits, salut les méchants, salut les bêtes, salut les complexes, salut les écrits, salut les méchants, salut les tocs. Moi je lave de temps en temps vos cœurs ensanglantés avec mes paroles magiques. Alors, salut. Je caresse vos espoirs enfoirés et mal refoulés. Alors, salut. Moi je soigne vos libidos non satisfaites et mal contenues. Alors, alors, salut. Vous qui voulez que moi je sois votre modèle. Ah, non, non, j'ai bien compris. Mais lâchez-moi les baskets et laissez-moi vivre ma vie. Venez m'embrasser si le cœur vous en dit. Ne vous gênez surtout pas. Moi je le prends ouvert pour vous. Parce que moi, Andy, je ne garde pas les mauvais souvenirs. Et c'est comme ça que je suis. Secret de Andy. Soyez sans haine, soyez sans rancune et soyez sans rancœur. Cultivez l'amour, cultivez la paix. Oh oui c'est ça, oh oui c'est ça, oh oui c'est ça.
Antiven, merci de l'applaudir. Very good job. Bravo. Merci.